Demain, tu me gâches la coiffure. Prenez-moi cet individu. On m'a pris. J'ai fait 2 jours en cellule. On ne joue pas avec la coiffure de quelqu'un. Hey! Donc quand il voit M. Félix est bien coiffé là, vraiment, il dit que, hey! Justement, Félix Zoning, bonjour, bienvenue. On vous a annoncé depuis hier sur ce plateau. Merci d'être là. Oui, bonjour Madame Béala, bonjour Calvino. Merci. Et Mireille Grasse. Bonjour. Bonjour Félix. Merci de me recevoir. Voilà. Je disais hier que la jeunesse camerounaise n'est pas définitivement perdue, comme beaucoup de gens pensent. Il y a des jeunes, d'ailleurs, la preuve, nous sommes des jeunes, nous sommes là tous les matins avec vous. Mais il y a également des jeunes qui font vraiment parler d'eux, peut-être outre-Atlantique, comme vous, Félix Zoning. Je vais rappeler que vous êtes très jeune, vous êtes dans la trentaine, débutant même, on va le dire, et vous êtes déjà enseignant à l'université du côté de Montréal. Comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce que c'est arrivé déjà? C'est quoi votre parcours? Parlez-nous de vous. Waouh, c'est une sacrée question. C'est assez compliqué. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là? Il y avait une volonté, il y avait de la ferveur, il y avait de la détermination, surtout de la discipline. Donc, tout est parti d'ici. J'aime toujours rappeler que même si je suis professeur de finance et comptabilité à l'Université du Québec en Outaouais, puisque vous en parliez, je suis parti d'ici et que 80 à 90% de ma capacité d'autonomie et d'action, je l'ai acquise ici. J'aime bien le dire. Donc, j'ai été formé. Parlez-nous de vous. Comment ça se passe? Vous êtes au Cameroun, vous faites quoi comme études pour vous retrouver là-bas? C'est pour justement aider la jeunesse qui nous regarde ce matin et qui voudrait peut-être vous suivre. Alors moi j'ai dû faire des choix difficiles parce que j'ai fait 2 choses. Quand je suis entré en faculté, quand je suis entré à l'université, j'ai fait oui, à l'université de Douala. J'étais à l'époque à la faculté des sciences économiques et des gestions appliquées. À l'époque, j'avais commencé 2 chemins parallèles. La même année, je commence la radio. Donc j'étudie en gestion, j'étudie en comptabilité, en finance, en économie, mais parallèlement, je pratique la communication. Donc c'est quand même 2 chemins. La radio qui était un peu une espèce de violon d'aigle, une passion. Oui, c'était une grande passion. Moi, j'avais toujours, j'aime même partager, communiquer, exposer. Donc du coup, cette passion-là m'a mené à aller faire ça, pendant que de l'autre côté, je voulais quand même être un manager, être un dirigeant. C'était ça ma perspective de carrière. Donc je me disais, ok, je vais faire ces études, mais en même temps, il y a quand même une passion qui me pique, et puis je fais de la radio. Et l'une n'a pas supplanté l'autre. En tout cas, vous avez suivi les deux chemins, parce que je voudrais quand même rappeler aux téléspectateurs que vous officiez à la radio Voice of Cameroun Voice. Cameroun Voice, voilà, du côté du Canada aussi, en même temps. Oui, en fait, je fais maintenant pour garder la main parce que, naturellement, avec le métier qui est le mien, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais comme il me faut quand même garder quelques hobbies, il me faut garder la main. J'officie également parallèlement à Radio Cameroun Voice comme chef du desk économique. Donc, je discute des questions économiques. J'organise des émissions également de portraits professionnels dans le but de faire à peu près ce que vous êtes en train de faire avec moi, de recevoir des gens qui ont un parcours intéressant, qui ont un itinéraire qui est quand même flamboyant. Question de montrer aux autres que tout peut devenir possible, tout reste possible. Voilà. On peut partir de, je ne sais pas quel quartier, je ne veux pas citer un quartier comme étant un quartier relativement bon, mais on peut partir du fin fond d'un quartier et arriver au sommet de la finance mondiale, arriver au sommet de l'économie mondiale, c'est quelque chose qui est faisable. Et dans l'émission que je présente sur Radio Cameroun Voice, moi j'ai déjà rencontré des Camerounais qui sont chez Bombardier, qui sont des chefs. Et Bombardier, je vais peut-être le rappeler, c'est le 3e constructeur aéronautique au monde, après Boeing et après Airbus. Donc c'est une société québécoise où on a des Camerounais qui sont des chefs d'équipe d'ingénieurs qui sont chargés de la construction, du design et du paramétrage des avions, ce qui est pas rien quand même. Donc un avion qui part de Douala pour Yaoundé, qui part de Douala pour Paris, la manière dont c'est piloté, la manière dont c'est organisé, c'est paramétré. Donc ça veut dire que c'est lui qui est en charge de toute l'équipe qui doit faire ce paramétrage-là. Oui. Félix, donc vous êtes à l'université de Douala, en faculté de gestion, comme vous avez dit, économie, nanana. Comment est-ce que vous vous retrouvez au Canada, voilà, et puis qu'est-ce que vous avez fait comme études justement pour poursuivre vos rêves? Alors à l'époque, j'ai dû faire un choix difficile. Je dois avouer que je suis arrivé à un niveau où j'avais un diplôme de 3e cycle en gestion et j'avais également une sacrée expérience professionnelle en communication. Je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je choisis? J'ai étudié en gestion, j'ai pratiqué en communication, ça allait de marcher, j'ai réussi à avoir les deux cordes à mon arc. Qu'est-ce qu'il faut faire?
je me suis dit, bon, avançons, et puis le premier qui me donnera un bon emploi suffisant pour vivre et pour m'épanouir, je le prendrai. Donc, je suis arrivé à ce stade. Et je vous assure, la communication a failli prendre le dessus. Donc, c'était à un moment donné que je me suis dit, bon, quand même, tout petit, je voulais être manager, je voulais être un dirigeant, je voulais ordonner, diriger, pas simplement commander, mais je voulais organiser. Donc, vous voulez être le dignitaire que... Donc, finalement, je me suis dit, non, on va rester dans la gestion, mais la communication, c'est virage. Et j'aime bien le dire aux gens, tout ce que vous faites dans la vie, quelque part, ça vous sert. Donc, j'ai dit, je vais rester dans la gestion. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller au Canada, parce que ici, j'avais étudié, mais j'avais la sensation que pour avoir le portrait, pour avoir le profil dont j'avais besoin pour avoir la statue, j'ai envie de dire, qui était nécessaire pour le profil de carrière que je souhaitais, je me disais qu'il était important de compléter la formation que j'ai obtenue ici par une formation internationale. Une expérience internationale, c'est toujours important. Donc j'ai dit, OK, j'irai à Montréal faire l'ingénierie financière, et c'est pourquoi j'ai décidé de partir en 2007. Oui, et vous avez réussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'un Noir, un Camerounais jeune de surcroît se retrouve enseignant à l'université quand même? C'est pas évident. Non, c'est faisable, c'est tout à fait jouable. C'est vrai que le fait de le devenir en étant tout à fait encore jeune, parce que je suis devenu professeur à moins de 30 ans, à l'époque même, celui qui m'a recruté me disait, quand le département s'est réuni pour discuter de la question de votre recrutement, le fait que vous soyez jeune, on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant, parce qu'on s'est dit, on a encore au moins 30-35 années à tirer de lui, donc c'est quelque chose de formidable. Mais sinon, c'est quelque chose ça fait comment d'être jeune et d'enseigner les jeunes? Je dois avouer que la plupart du temps, j'enseigne des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Ah oui? Les gars ici, à 30 ans, ils font 3e. Hein. Bon, lycée Nobel les voit, 30 ans, il est en 3e, 4e. Dernier banc. Mais ça fait comment quand même, Félix, c'est quand même surprenant. Voilà. Pas la bière que les gens boivent avec des hauts. Habituellement, c'est ce qui se passe ceci. Bon, j'ai un public parfois qui est jeune, moins jeune ou beaucoup plus âgé. Et la beauté de la chose, c'est que très souvent, c'est un public qui est relativement cosmopolite. Vous savez, le Canada, c'est un pays où il y a une forme de métissage, de multiculturalisme, donc c'est un peu un carrefour, c'est une mosaïque culturelle. Contrairement à ce qu'on pense, hein, parce que beaucoup de gens pensent plutôt que c'est les États-Unis qui sont effectivement l'image même du métissage. Pourtant, le Canada est un peu plus avancé même. Oui, relativement, je dirais, parce que là, on a toute une mosaïque. Donc, ça fait que chaque fois que vous arrivez dans une classe, vous n'avez pas seulement des Canadiens ou Québécois de souche, vous avez des Africains, vous avez des Latinos, vous avez des Haïtiens, vous avez des gens qui viennent de partout. Donc, très souvent, on a cette chance d'avoir dans sa salle de classe des gens qui viennent d'un peu partout, même si, naturellement, à peu près à 50%, ça va être des Québécois, Canadiens, mais en général, on a des gens qui viennent de partout. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant d'un point de vue culturel. Et habituellement, aussi, on va avoir des gens qui sont à plusieurs niveaux d'âge. Vous allez avoir des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, même dans la cinquantaine. Il m'est arrivé d'avoir 2 étudiants qui avaient 60 ans et qui étaient qui venaient débuter leurs études en comptabilité et qui me disaient, bon, j'ai pris ma retraite au Maroc, c'est deux messieurs qui venaient du Maroc, on a pris notre retraite, on a émigré au Canada, maintenant on veut se lancer dans une nouvelle vie, on veut être entrepreneur et on vient suivre votre cours parce que ça nous permettra de mieux ficeler nos affaires. Donc vous voyez, on a un public comme ça qui est quand même assez cosmopolite et à différents âges. Donc, comment faire? C'est sûr que je vais dire, le défi pédagogique est énorme. Parce qu'il faut être capable de diffuser le bon message avec le bon dosage pour que chaque personne puisse comprendre. Mais on arrive à s'adapter, tout part de la compréhension de la discipline, de la matière. Et une fois qu'on a compris à peu près quelles sont les différentes cultures, d'où viennent ces personnes-là, on est capable de savoir par quel canal, par quel type de code faire passer le message pour qu'ils comprennent relativement. Oui, Myriam. Voilà, intéressons-nous maintenant à votre livre, le livre que vous venez de commettre, qui parle d'investissement, financement et normalisation comptable dans l'espace OHADA. Pour vous, quelles leçons pour la gouvernance économique et financière? Alors, l'ouvrage, il est paru il y a une semaine maintenant aux éditions Parmitech à Ottawa. Donc, il est sorti juste la veille du jour où je m'apprêtais à venir ici. Donc, c'est un ouvrage qui... Nous avons mis 1 an, parce que je dis nous, parce que c'est une équipe qui a rédigé cet ouvrage. J'en ai assuré la direction scientifique avec ma collègue Saïda Todiko, qui elle aussi est professeure jeune camerounaise, qui, dans la même tranche d'âge que moi, donc est professeure à l'Université du Québec à Montréal. Donc, ensemble, nous avons assuré la direction scientifique de cet ouvrage, où il y a 25 chercheurs, praticiens, consultants qui ont... Oui, voilà le livre, hein, quand même, pour ceux qui... ce livre, c'est quoi? C'est un bord pour les étudiants Alors, c'est un ouvrage pratique. En fait, il parle de quoi? Nous avons voulu, quand je dis que ça a pris 1 an, c'est parce qu'il y a 1 an exactement, nous organisions à l'Université de Laval, c'est dans la ville de Québec, un colloque international sur les 20 ans de l'OHADA.
OHADA, pour faire l'histoire courte, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc c'est un traité qui a été signé à Port-Louis en 1993 et qui comporte 9 actes uniformes. Dans les 9 actes uniformes, il y a qu'on a le droit des affaires, c'est une harmonisation du droit des affaires, de la normalisation comptable. C'est 17 pays en fait qui ont le même droit des affaires, la même normalisation comptable, qui ont la même régulation des marchés financiers, qui ont à peu près la même réglementation bancaire ou microfinancière et qui, pour certains, pour un grand nombre d'entre eux, ont la même monnaie. Alors ces 17 pays-là, avec tout cela en commun, l'idée c'était de rendre tout ça en commun pour faciliter les échanges et les investissements et pour garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises. Ça c'était pour l'idée, c'était pour le concept. Alors il y a un an, nous avons décidé de marquer un temps d'arrêt, 20 ans après, 93-2013. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que cette idée qui était géniale, qui était formidable, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que dans la mise en œuvre, dans l'exécution, tout marche comme il était prévu? Donc c'était à peu près ça le concept du livre, dont on fait un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut consolider? Qu'est-ce qui a moins bien marché mais qu'on peut retoucher? Et qu'est-ce qu'on peut, je peux dire, exporter auprès d'autres pays pour leur dire, écoutez, on a un modèle qui marche, vous pouvez également l'adapter chez vous. Félix, il y a une question qui nous vient de la France là, à l'instant. Nous voulons savoir comment vous êtes parti, immigration, bourse d'État ou bien vos propres financements. Avez-vous gardé la nationalité française, camerounaise, pardon? Alors, je commence par la dernière. Oui, je suis camerounais. Je vais m'utiliser une expression consacrée en Occident. J'ai le passeport ndolais. Donc, il y a le passeport camerounais. Vous voyez la couleur verte. Non, je suis camerounais. Je suis parti comme étudiant. À l'époque, j'avais demandé un permis d'études. Donc, j'ai obtenu et je suis parti. J'ai déposé mes valises à Montréal, où j'ai fait l'Université du Québec à Montréal. Et ensuite, je me suis inscrit à un programme de PhD conjoint, un programme qui est proposé par 4 universités. L'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, HEC Montréal, Université McGill, l'Université Concordia. Parce qu'à Montréal, en fait, on a 4 grandes universités, 2 anglophones, 2 francophones. Et les 4 universités se mettent ensemble pour proposer un programme de PhD pour donner aux étudiants de chacune des universités la possibilité d'avoir accès à un large éventail de ressources, de cours, d'enseignants et même de suivi. Donc ensuite, c'est ce que j'ai fait et pour déboucher au métier que je pratique aujourd'hui, entre autres. Voilà. Merci Félix Zoning. On va continuer justement avec vous dans quelques instants, mais on va tout de suite retrouver le Vox Pop de ce matin. Nous allons parler, nous avons tendu le micro à l'homme de la rue, c'est Calvino qui s'y colle tout le temps, pour savoir exactement ce que les Camerounais pensent justement de... pourquoi est-ce que les Camerounais sont-ils très alcooliques? Vous, déjà votre avis, le Cameroun est déjà reconnu de par le monde comme un pays de grands consommateurs d'alcool. Quel est votre avis? Déjà, je ne peux avoir qu'une partie de la réponse parce que comme je ne bois pas d'alcool, je ne peux pas savoir si c'est parce que c'est bien, si c'est parce que ça goûte bien. C'est difficile de le savoir. Donc moi, je me suis souvent posé la question de savoir comment ça se fait qu'il y ait des gens qui soient capables de boire puisqu'ils ne mangent. Oui. Je dis, j'aime plus l'alcool que la nourriture. Je dis, mais c'est effarant. Enfin, je suis un gourmet, donc je me dis, comment on peut aimer l'alcool plus que la nourriture? Donc, je ne peux avoir qu'une vue partielle des choses. Alors, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Naturellement, tout à l'heure, je vous écoutais. Il y a plusieurs éléments de réponse déjà sur la table. Est-ce qu'on est déprimé? Est-ce qu'on veut noyer des soucis? Est-ce qu'on pense qu'en buvant, on se fait davantage d'amis? Il y a d'ailleurs une étude en 2007 qui le démontrait que des gens qui buvaient avaient beaucoup plus d'amis. C'est pas juste une imagerie populaire, il y a une étude qui le montre et qui le démontre carrément. Il y a des gens qui disent « je ne peux pas t'offrir un jus parce que moi j'offre la bière à mes amis qui boivent la bière. On reste entre amis de bière. Et c'est des amis qui s'appellent à 2h du matin pour aller boire. C'est très facile. Voilà. Et moi j'avais déjà ce problème à l'université parce que chaque fois qu'on allait boire entre amis, on disait, les gens commandaient plus quand je demandais toujours un jus. On dit non, lui il va payer son jus lui-même. Moi je paye. Donc quelqu'un est prêt à payer la bière qui est beaucoup plus chère pour les autres. Il est prêt à vous payer de la bière, mais il n'est pas prêt à vous donner un jus qui coûte beaucoup moins cher que ça. Allez, on retrouve le Vox Pop, la vie de l'homme de la rue. Ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on consomme l'alcool. Dans le monde entier, on consomme beaucoup d'alcool. Et c'est un phénomène, je peux dire, naturel, selon moi. Mais selon les statistiques, on a constaté qu'en Afrique, le Cameroun est presque en tête de la consommation d'alcool. Oui, peut-être parce que c'est le seul moyen peut-être pour eux d'oublier certaines anxiétés. Ce n'est pas qu'ils boivent parce qu'ils sont accros à l'alcool. Par moment, c'est le seul moyen peut-être de se distraire, oublier certaines anxiétés, même comme ce n'est pas toujours la solution. Mais on sait que l'alcool, c'est tout à fait
naturel. On ne peut pas vivre sans alcool. Et on est obligé de... Vous-même, vous buvez? Ouais, mais modérément. Puisqu'il y a trop de ventes déjà d'abord. Il y a trop de ventes, de dépôts de boissons, de passer par là, tous les coins. Même dans les petits villages, on trouve toujours ces ventes. C'est pourquoi les Camerounais consomment beaucoup d'alcool. Donc c'est ça le problème. Il y a tellement... Donc le Camerounais déjà, pour lui, c'est qu'une bière. En tout cas, même ça vient depuis le haut. Parce qu'on sait que même c'est dans les négociations, il faut d'abord un peu de choco. Le choco, il va dire que au lieu de me choco, je veux une bière. Donc la bière, beaucoup de Camerounais consomment. Parce que moi, je bois. Moi-même, je suis consommateur d'alcool. Mais vous pouvez boire en moyenne combien de bières par jour? Non, en moyenne, je peux boire même un casier. Si on m'offre, je peux boire même un casier là. Si j'ai, il qu'on m'offre. Mais normalement, je peux boire 12 bières pour être content, pour que mon corps bouge un peu bien. C'est comme ça alors. Non. Parfois, peut-être c'est trop de problèmes. Peut-être présentement là où vous me voyez. Je suis commerçant ici à la douche. Quand on me chasse ici, et on m'envoie, on me dit même pas où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens, je passe la journée là, je ne vends rien. Le pot d'argent que j'ai, je prends au moins une bière avec. Là pour me consoler. À part ça, je vais faire quoi? Combien de bières par jour, ça dépend. Ça dépend de la journée. Quand la journée donne un peu, on peut boire 2, 3, 4. Pour continuer au quartier. Pour continuer au quartier, parce qu'on ne sait pas combien on peut prendre au quartier. Voilà. Si on arrive au quartier et que la soirée est bonne, on peut nager dans les 5. Même si c'est demi-casier, on est bien. Merci, monsieur. Merci, Calvino. Bon, les Camerounais consomment beaucoup de bière. Surtout ici à Douala, il fait tellement chaud. Tu peux, dans l'eau même ne peut même pas... Ça ne peut pas satisfaire la soif des Camerounais. Bon, il faut au moins la bière parce que ça a de l'alcool. Une bière, ça te satisfait. Bon, à nos jours, c'est la musique qui nous a fait du bien. Il a baissé les prix à 500 francs. Si tous les restes pouvaient baisser les prix au moins à 500 francs, ça peut nous satisfaire. Que tous les sociétés baissent les prix au moins à 500 francs. En direct, à 500. Et qu'ils écrivent les prix en direct, quand on voit que les barman ne nous trompent pas. Là, on peut se satisfaire. Vous pouvez boire combien de bières par jour? Je peux boire même 6 bières par jour. Depuis le matin, ici, à 4 bières. Je peux boire même 6 bières par jour. Entre la femme et la bière, vous choisissez quoi? Entre la femme et la bière? Les deux. Parce qu'après la bière, c'est la femme. Non, en tout cas, la femme vient d'abord premier. C'est parce qu'on diminue les prix de bière. 500, la musique, on vendait à 600. Si on peut diminuer le reste même à 500. Même la grande Guinness, même 500, ça devait être bien. Vous aussi, vous êtes consommatrice de bière? Si, sinon, parce que aussi, je vends aussi. Je dois boire, je ne vends pas au moins des remèdes. Vous pouvez boire au moins combien de bières par jour? 2 bières. 2 bières seulement. Pour nous aboutir, Steve, c'est pour nous aboutir. Même si on vend à 1000 francs, on va toujours boire comme l'a chanté l'autre. Ça doit nous permettre à nous aboutir, à ne pas réfléchir. Quand on réfléchit bien, on ne boit pas beaucoup. C'est ça. C'est ce que je pense à ça. C'est parce que les Camerounais ont beaucoup de soucis, qui boivent beaucoup. Parce que même si c'est 1000 francs, 2000 ils vont boire. Mais pas parce qu'ils peuvent se soigner. Parce que quand ils ont 2000, ils boivent. Ils oublient tous leurs problèmes. C'est tout. Monsieur, vous pouvez boire en moyenne combien de bières par jour? Parfois, si je gagne 2000, je bois 1500, 500. Il me reste 500. Mais je suis incapable de me soigner. Les Camerounais boivent beaucoup de bière parce que la majorité des personnes n'ont rien à faire. Ça leur permet, en quelque sorte, les distractions de noyer des soucis. Celui qui vraiment est dans son bureau ne veut pas venir passer son temps au bar à boire. Celui qui est occupé dans son service, dans sa boutique, dans son petit job ne peut pas passer tout le temps à boire. Mais quand tu ne fais absolument rien, le collègue t'appelle, tu vas venir boire 1 ou 2 bières pour vraiment te désappeler et aller te chercher ce que tu peux faire. Comme par hasard, ce qu'on est en train de faire, enlever les sauveteurs par-ci, par-là, bon, il ne peut plus s'asseoir. Qu'il ne peut pas s'asseoir. Dès qu'il va vendre 2000, il faut qu'il cherche là où il va peut-être boire 500 francs
pour calmer la soif parce qu'il est dans le soleil. Ce n'est pas parce qu'on a l'envie de boire. C'est vrai quand même que même dans la Bible, il est dit que la vérité est dans le vin. Quand on a bu de l'alcool, on sait souvent dire des vérités. Hein. Si vous voulez exactement savoir ce que les gens pensent de vous, offrez-leur des bières, offrez-leur à boire, ils vous diront tout ce jour. Comme Félix disait, voilà. Tu donnes 2 bières à quelqu'un, tu te dis que mon frère, tu as bien fait de donner 2 bières. Je voulais même te dire quelque chose, mon frère, comme tu vois là. Et aussi une chose, est-ce que tu sais que la bière là que tu connais là, elle a vraiment, la fille là que tu vois là, je voulais même te dire ça derrière, mais je n'avais pas le temps. Mais maintenant j'ai le temps, je vais te dire. L'alcool délie les langues. Mais bien sûr, la Bible dit la vérité dans le vin. Donc ceux qui disent souvent, je l'ai dit parce que j'étais sous, normalement ils disent les vérités quand ils sont sous. Voilà, et ce matin, on a eu la vie de l'homme de la rue. C'est vraiment un gros fléau, on va le rappeler. Et c'est dramatique, hein, surtout quand pas l'alcool en général, mais surtout l'alcool des jeunes, puisqu'on parle des jeunes aujourd'hui, c'est davantage dramatique parce qu'on s'est dit, on a toujours pensé, je veux continuer de penser que c'est le fer de lance de la nation. Il ne faut juste pas que le fer soit rouillé maintenant. Donc cette jeunesse, ceux qui ont compte quand même, qui est beaucoup plus nombreuse et ceux qui ont compte pour porter toute la croissance qu'on imagine, qu'on attend, qu'on escompte de ce pays. Surtout que quand on regarde notre pays, on a un grand potentiel, on a un immense potentiel, mais qui ne demande qu'à être concrétisé par une jeunesse qui devrait porter ça. Aujourd'hui, je pense que les jeunes peuvent faire des choses. On l'a démontré, les jeunes ne sont pas cons, ils ne sont pas bêtes. Et justement, Félix, quelqu'un demande, est-ce que Félix était étudiant doué pour être professeur à son âge maintenant? Je ne peux pas dire que j'étais doué. Il est doué. Moi, il vous dit qu'il est doué. J'entends les professeurs chez les Blancs. J'ai eu un parcours tout simple. Hein. Non, j'ai juste fait mes classes comme il fallait les faire. Félix, tu es doué. Parce que regarde la façon dont tu parles, tu n'as pas besoin de lire. Tu vois que tu buvais la bière, tu pouvais parler comme ça. Tu devais oublier à tout bout de champ. Le système éducatif est de là-bas. Ici, c'est 2 choses différentes. Ça permet aux gens de plus avancer. Oui, c'est vrai que les 2 systèmes sont différents d'un point de vue pédagogique. Pour l'avoir pratiqué, pour avoir pratiqué les deux, il faut dire qu'habituellement, on est dans un style paternaliste. Je ne fais pas de critique, je ne fais que décrire. Nous sommes dans un style paternaliste, à moins que ça ait changé entre-temps, mais j'aurai l'occasion de le vérifier puisque durant mon séjour, je vais retourner à l'université de Douala où je compte bien donner quelques enseignements. Je suis parti de là, j'ai envie de redonner un peu une partie de ce que j'ai reçu. Donc j'aurai l'occasion de me frotter à ça pour voir. Mais c'est vrai qu'on a 2 systèmes totalement différents. Nous avons un système habituellement paternaliste qui est celui qui est hérité de l'Europe continentale, ou plus précisément de la France, où on a un enseignant qui sait tout et qui vient vous dire, qui vient vous dicter ce que vous avez à noter. De l'autre côté, on est plus dans le socio-constructivisme. C'est un paradigme qui veut que les gens apprennent par l'action, qu'ils apprennent par leurs actes. On ne vient pas vous dire faites ça, on vous met directement à l'action. On se dit, si vous vous frottez, vous vous rendez que non, là ça marche pas, vous revenez, vous allez là, ça marche pas, vous allez. Et dès que ça marche, vous aurez compris. Et la rétention, en tout cas, des possibilités. On vous permet, il y a ce qu'on appelle les apprentissages par problème ou la méthode des camps pour faire plus former les gens dans ce sens-là. Donc, c'est une approche quand même qui veut qu'en ce moment-là, le prof n'est plus celui qui sait tout, mais c'est celui qui a suffisamment d'expérience pour vous guider dans votre apprentissage. Donc, c'est vous-même qui apprenez par votre expérience, par la pratique sur le terrain, et le prof, c'est celui qui, de par son expérience, vous canalise, vous guide et vous fait avancer. Félix, il y a quelqu'un qui nous a envoyé des messages. Est-ce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes encore très jeune, parfois harcelé par des filles qui voudraient sortir avec le prof? On sait qu'il y a quand même le complexe du prof et de l'étudiant. Moi, j'étais amoureuse de mon professeur d'histoire, je le dis, quand j'étais au lycée, et tout le monde le savait. C'est pour ça que j'ai fait histoire d'ailleurs. Mais j'imagine que ça s'est arrêté là. Oui, ça s'est arrêté. Je veux dire, c'était le petit complexe. Il n'y a jamais eu de déclaration, il n'y a jamais eu d'acceptation, donc il n'y a jamais eu de matching. Voilà, c'était le complexe du prof et de l'élève. Beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons sont tombés amoureux de leur professeur en face d'eux. Vous, comment est-ce que vous réagissez justement lorsque vous vous retrouvez face à cela? Je suis sûre que vous avez déjà eu plusieurs demandes, surtout dans ces pays où les filles sont ouvertes, où on n'hésite pas à déclarer ses sentiments. Je suis curieux parce que habituellement je vais être très ouvert, très expressif, très lyrique même avec vous, avec tout le monde. Et je me suis fait dire qu'en classe j'ai la réputation d'être trop sérieux, très froid. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, c'est probablement pour ça. Non. Parce qu'il y a des téléspectatrices qui nous posent justement la question, comment est-ce que vous gérez justement parfois les harcèlements?
Je n'en ai jamais eu, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais je pense heureusement. J'en ai jamais eu du tout. Et c'est pourquoi je l'explique peut-être par le fait que j'ai peut-être la réputation d'être beaucoup trop sérieux, en classe. Parce que c'est ce que je me suis fait dire, que non, on a... c'est un de mes étudiants qui m'a laissé dire que les gens de la promotion précédente, du cours que j'enseignais, lui avait dit non, celui-là, il est vraiment, quand il entre en classe, il commence direct son cours, tac, tac, tac. Voilà. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. On va aller retrouver tout de suite le zapping du net. De temps en temps, on va voir un peu quelques petites insolites. Et ce matin, on va regarder les insolites les plus stupides. Ça sera bref parce qu'on a encore beaucoup de choses à parler avec Félix Zoning. À tout de suite. Voilà, c'est... oui. Face to face, I'm sure we'd met at another time and place. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. And I had to figure out what I've been missing. So I turned to you and asked you if you wanted to. You know we'll be getting some, getting jiggy just for fun. Rendezvous, where to? My place, say to. And we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah, when you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight'll be your night. I'm just sitting here daydreaming about you and all the things you do. Girl, feels so right. And all I know is you're the one for me. That special kind of lady in my life, Well, here I am writing you a love song. Holding back those years, it's been so long. And I can't deny the way that I'm feeling. It's true, so girl, that's why I'm asking you. Can we rendezvous where to? My place, say to. And we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah, when you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight'll be your night. Getting some, getting jiggy just for fun. Darling, tell me what's on your mind, what you think, hey, what you think. Rendez-vous à l'instant, on est toujours avec notre invité jeunesse ce matin, alors que nous sommes dans le mercredi des jeunes. Et ce matin, on a voulu véritablement vous parler de la jeunesse camerounaise qui réussit aussi, la jeunesse camerounaise qui s'impose. Félix Zoning, vous avez été pendant un moment président de l'Association des Camerounais du Canada quand même. Plus précis, j'ai été vice-président en charge de la communication et des relations publiques et j'ai été candidat à la présidence en 2012, effectivement, oui. Oui. Comment ça se passe là-bas? Au Cameroun?
Non, je dis là-bas, oui. Oh, alors, on a une communauté camerounaise au Canada qui est de plus en plus dense et qui s'est beaucoup développée ou alors dont le profil a relativement changé. Quand on regarde dans les années 90, les Camerounais qui allaient au Canada, c'était beaucoup plus des étudiants qui allaient étudier et y revenaient pour certains. Depuis le début des années 2000 et surtout dans la deuxième moitié des années 2000, on a assisté à un changement de profil où on a de plus en plus de gens qui immigrent, donc qui viennent dans la catégorie d'immigration économique comme des résidents permanents avec femmes et enfants, donc avec leur famille pour s'installer. Donc c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui, d'après les statistiques, à peu près bientôt à 10 000 Camerounais au Canada, dont la moitié se retrouve dans la grande région métropolitaine de Montréal. Donc Montréal et toutes les petites villes à côté, Laval, Longueuil. Donc voilà à peu près comment la communauté camerounaise au Canada s'est densifiée au point de devenir, après le Congo, la deuxième communauté d'Afrique subsaharienne francophone. Alors Félix, la présidence, ça vous tente? La présidence de... diriger le pays, ça vous tente. Ce pays-ci? Bah oui. Vous n'êtes même pas... Est-ce qu'il est déjà dans le parti politique? Non, je ne sais pas les programmes à Félix. En l'état actuel des choses, si je m'en tiens aux critères d'éligibilité de la Constitution de 96, je ne suis pas encore éligible. Oui, bien sûr. Vous travaillez aussi avec le JICAM. D'ailleurs, on va rappeler que vous êtes là pour les universités justement du JICAM, ces universités d'été du JICAM, je crois. Oui, bon, ils n'apprécient pas beaucoup l'appellation été parce qu'ils disent on est au Cameroun, il n'y a pas d'été au Cameroun. Donc ils gardent l'université du JICAM. Oui, on a les universités du JICAM qui... Vous travaillez également avec le JICAM. Quel est votre rôle justement dans le JICAM, surtout du côté du Canada? Alors, le JICAM, nous avons, je vais dire qu'on a répondu un peu à l'appel du président André Fotso quand il est arrivé en 2011, où il disait qu'il veut donner une place de choix à la diaspora. Parce qu'il pense que la diaspora peut jouer un rôle important pour le développement. Parce que les gens de la diaspora, très souvent, parce qu'ils viennent d'ici et qu'ils sont bien installés là-bas, ils peuvent être de relais importants pour les gens d'affaires du Canada ou bien de la France, de n'importe où ils sont. Ils peuvent être un relais au départ ou à destination du pays de départ, de leur pays d'origine. Donc, il a dit on va sauver la diaspora et il y a deux pays immédiatement qui ont dit ok, on va embarquer et puis on va vous donner un coup de main. On a compris ce que vous essayez de faire et on va s'aligner sur l'impulsion que vous voulez donner. Donc il y a la France où il y a une délégation qui a été ouverte, qui a été installée. On a également le Canada où nous avons dit ok, on va commencer à travailler avec vous. On verra dans quelle mesure faire du maillage, faire du B2B, du matchmaking entre des entrepreneurs camerounais, membres du JICAM, et des entrepreneurs canadiens qui sont membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ou de la Chambre de commerce du Québec, bref, de toutes les autres villes, Toronto et autres. On verra comment trouver des points d'entente, trouver des zones de partenariat, des zones où ils peuvent se retrouver et on fera des échanges comme ça. Donc c'est pourquoi chaque fois, à peu près chaque année, nous essayons de venir au Cameroun avec des entrepreneurs canadiens qui pourraient avoir qui recherchent des débouchés, qui recherchent des clients, qui recherchent des fournisseurs, qui recherchent tout simplement des partenaires au Cameroun. Question de voir dans quelle mesure on peut les apparier avec des entrepreneurs membres du JICAM. Donc voilà pour le concept. Beaucoup de jeunes actuellement sont en train de vous regarder et sont envieux, on va dire comme ça, mais ils sont vraiment... Ils sont en train de rêver. Non, voilà, ils rêvent d'être aussi comme vous. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Je ne sais pas s'il faut rêver d'être comme moi parce que... Oui, parce qu'un jeune qui voit un autre jeune qui excelle comme vous, ça donne envie d'être aussi comme vous. Ah oui. Et maintenant, quel conseil pouvez-vous donner alors à ces jeunes-là? Alors, la première chose que je peux dire, c'est que, déjà parce que je pense pas avoir réussi dans la vie, mais la première chose que je peux déjà dire, c'est que le plus important, ce n'est pas tant de réussir dans la vie, encore faudrait-il réussir sa vie. C'est ça qui est fondamental. Donc, prenons plus de temps à essayer d'être une personne qui a beaucoup de valeur. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu ici, c'est d'avoir un cap, il faut se fixer un cap, il faut avoir des objectifs. Moi, j'ai toujours dit, le rêve, c'est important. Si on n'a pas de rêve, on ne vit pas. On ne vit qu'à travers le rêve. Si on n'a pas de rêve, le rêve, c'est un peu comme l'horizon, c'est un peu comme l'étoile pour laquelle on essaie de suivre. On va peut-être pas l'atteindre, mais au moins on arrivera à un certain seuil. Donc la première chose c'est ça, il faut avoir un rêve, il faut avoir ses rêves, il faut avoir ses objectifs qui sont fiables, des objectifs qui sont atteignables. Et après, une fois qu'on s'est fixé ça, il faut avoir de la détermination, de la discipline et surtout le travail. Merci beaucoup Félix Zoni. Dans quelques instants, retrouver un autre jeune qui lui a réussi aussi dans le monde de la musique. C'est le petit frère de Ndedi Yango, c'est Junior Yango. C'est mon pote. Le titre Devoir conjugal. On aime beaucoup cette chanson, on aime aussi l'artiste. Allez, gros coucou à toi, à tout de suite. C'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever un chien. Je pense casting
toutes les villes on va vibrer. Brazzaville on va danser, en Côte d'Ivoire ça va chauffer. Kinshasa on va frapper. Un soldat distrait, un soldat mort. N'est-ce pas colonel Londo? Olaï le financier mondial. Nasangi Sabango Naboma. Le grand pour le yoga. Quelle que soit la colère du cafard, le coq s'en moque. Et il est le piquant. CRTV Production, Kiki Touré Production, les incontournables. Jean-Christ Mondama, Africa numéro 1, Beto Charouba, Fabrice Moulélé. Petit Nakata Okan et non Tinebe. Lokolo mama, Simbanga lokolo, Aledonia malokolo yo, Lidovike malosa, Alerekouté, Asekouté. Mon docteur Chitrel Boni, Vladimir Okemba Azizo. Misala, L'île Sainte. L'Amérique n'a pas d'amis. Pression Lusakoueno, Top Congo FM. Dans la descente du courant, on se fait des amis. Mais dans la montée, c'est impossible. Banda Vatican, Neslan le Brice. Eric Lo, Loqueto National. DJ Ectobad. À l'instant, Trésor Voula, on voulait plutôt Junior.